général est adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité du gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur le site internet du Sénat et sur Facebook. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat, le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de travail, j'allais dire, temps de parole. La parole est à Monsieur Thani Mohamed Soly pour le groupe La République En Marche pour 2 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, mardi dernier, 2 surveillants ont été grièvement blessés par un détenu et sa compagne dans une unité de vie familiale de la maison centrale de Condé-sur-Sarthe. Nos pensées vont d'abord vers ces hommes et vers leurs familles. Ils ont vécu dans leur chair cette attaque que vous avez vous-même qualifiée, Madame la garde des Sceaux, d'attaque terroriste. Il s'agit bien de cela. Au-delà, comme en témoignent les mouvements devant certains établissements hier et ce matin, l'émotion est vive parmi les personnels pénitentiaires. Elle est bien sûr légitime. À ces femmes et à ces hommes qui, derrière les murs de nos prisons, exercent au quotidien un métier difficile, méconnu de nos concitoyens et surtout essentiel pour la sécurité de notre pays, je voudrais exprimer la gratitude et le respect de la représentation nationale. Depuis 18 mois, le gouvernement a beaucoup agi pour les personnels pénitentiaires. Cette ambition se manifeste notamment dans le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice que vous avez défendu devant le Parlement depuis l'automne et qui porte à la fois des moyens pour l'administration pénitentiaire sur les 4 années à venir, une réforme du sens et de l'efficacité des peines et des mesures qui doivent permettre de renforcer la sécurité des personnels de surveillance et des établissements. Madame la ministre, au-delà de cet effort budgétaire qui est nécessaire et de ces mesures, pouvez-vous nous dire ce qui a déjà été entrepris et surtout ce que vous comptez faire pour améliorer encore la sécurité de nos prisons? Merci. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Swahili, il y a 48 heures, je me suis effectivement rendue au chevet des 2 agents qui ont été gravement blessés lors de l'attaque terroriste qui a eu lieu à Condé-sur-Sarthe. Je tiens à témoigner devant vous de leur professionnalisme et du courage face à une attaque d'une rare violence. Nous devons leur rendre hommage ainsi qu'aux forces de sécurité qui ont mis fin à cette attaque. Une enquête judiciaire est en cours et de mon côté, j'ai saisi l'Inspection générale de la justice pour analyser les conditions dans lesquelles cette attaque a pu intervenir. Condé-sur-Sarthe est en effet un établissement sécuritaire avec un quartier de prise en charge de la radicalisation ouvert depuis septembre dernier. L'établissement peut s'appuyer sur des personnels dont la compétence est unanimement reconnue. C'est pour cela qu'il nous faut mieux comprendre ce qui s'est passé. Nous devons en effet, je crois, nous poser des questions. Les procédures de fouille des visiteurs, en particulier dans ces établissements sécuritaires, sont-elles adaptées? Les moyens techniques pour la détection d'objets métalliques peuvent-ils être améliorés et renforcés? Les éléments de dangerosité des détenus sont-ils bien pris en compte pour assurer leur affectation, notamment dans le cadre de l'accès aux unités de vie familiale? Depuis 18 mois, vous l'avez rappelé, notre gouvernement a agi pour renforcer la protection des personnels de surveillance. Nous avons en effet décidé de recruter 1100 personnels de surveillance supplémentaires. Nous avons renforcé les effectifs du renseignement pénitentiaire. Nous avons amélioré les équipements de sécurité des surveillants pénitentiaires. Une réorganisation de la sécurité pénitentiaire de l'administration centrale sera présentée dès la semaine prochaine. Soyez assurés que c'est une action déterminée que nous conduisons en lien avec les organisations syndicales que je recevrai très prochainement à ce sujet. Bien sûr, j'entends les impatiences, je les comprends, mais soyez sûrs que la résolution du gouvernement est absolument sans faille parce que la sécurité de nos établissements et de nos personnels est une condition qui n'est pas négociable et nous y travaillons activement.
Monsieur Mohamed Soihili, souhaitez-vous répondre? Merci. La parole est à Madame Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Mardi dernier, le quotidien Sud-Ouest titrait « Aides européennes pour le secteur rural, la France va-t-elle perdre ses millions ?» Cette interrogation fait suite au constat de sous-consommation du fonds Leader. Ce fonds est depuis 1991 un véritable moteur de développement. Il apporte un soutien à l'innovation, à la mise en réseau et à la coopération sur nos territoires ruraux. Nous savons tous combien la constitution d'un dossier pour demander des fonds Leader peut être fastidieuse, mais nous savons aussi combien le versement s'apparente à un véritable parcours du combattant. En effet, sur l'enveloppe initiale de 700 millions, seuls 4% auraient été versés. Vous reconnaîtrez, Monsieur le ministre, qu'il nous faut mieux faire. Mieux faire parce qu'à l'heure où l'on reproche trop souvent à l'Europe d'être éloignée de nos citoyens, le programme Leader est un axe fort de son action au bénéfice de nos territoires ruraux. Mieux faire parce que derrière ces aides non versées, ce sont des artisans, des commerçants, des acteurs sociaux et culturels et de nombreuses communes qui sont fragilisées. Si des progrès ont été récemment effectués par l'État et qu'il a renforcé sa mobilisation dans l'assistance des régions, qui ont, je vous le rappelle, récupéré l'instruction des dossiers quasiment du jour au lendemain, des doutes subsistent. Alors que le président de Leader France parle de crash généralisé du programme, que de trop nombreux projets sont à l'arrêt, pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous rassurer sur le versement des fonds prévus pour la période 2014-2020 avant le terme de celle-ci? Et enfin, à l'heure de la renégociation du cadre financier pluriannuel 2021-2027, pouvez-vous nous rassurer sur le maintien de l'enveloppe actuellement octroyée dans le cadre du dispositif Leader? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice, je ne vais absolument pas vous rassurer parce que la situation n'est pas rassurante. Vous parlez des fonds Leader et vous savez très bien comment les choses se passent. Le programme Leader, c'est 700 millions d'euros attribués à la France. Pour que les fonds puissent être attribués, ils doivent passer par les groupes d'action locaux, les GAL. Ces groupes d'action locaux sont en relation avec les collectivités locales et notamment les intercommunalités elles-mêmes qui sont en relation avec les régions. Or, aujourd'hui, comme c'était le cas déjà avant, très peu de dossiers, tous les dossiers ont été présentés, mais très peu de dossiers sont apurés et donc ont pu être payés. Et effectivement, la France, c'est absolument un drame, va perdre plusieurs millions, voire plusieurs centaines de millions liés à l'Europe. Ce n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle il reste encore quelques temps pour faire accélérer ces dossiers. Depuis plusieurs années maintenant, ce sont les régions qui sont responsables de ces projets. C'est la raison pour laquelle, dans la future PAC, et j'en ai parlé avec le président Morin, avec Régions de France, pour la future PAC, il faut absolument un décroisement des aides total, une simplification, une clarification. Parce que si nous continuons comme cela, les mêmes causes produiront les mêmes effets et les projets ne seront pas payés. C'est la raison pour laquelle nous sommes très attachés à ce que l'ensemble de ces aides puissent être faites. Depuis 2 ans, 3 ans, il y a des associations, des collectivités locales qui ont eu des actes d'engagement et qui ne sont toujours pas payés. Ce n'est pas normal. Donc nous intervenons auprès de l'Europe pour que les choses puissent s'accélérer et nous travaillons constamment avec Hervé Morin et Régions de France afin d'essayer de voir comment nous pourrions régler le problème de façon plus rapide. Mais malheureusement, je crains, Madame la sénatrice Maryse Carrère, que je ne puisse pas vous rassurer. Mais enfin, essayons ensemble de faire en sorte que les actions engagées par les GAL puissent être payées dans le temps imparti. Je vous remercie. Madame Carrère, il vous reste 14 secondes pour une réponse. Oui, merci Monsieur le Ministre. Même si vous ne nous rassurez pas, je pense vraiment sincèrement qu'il faut réfléchir à la simplification de ces fonds en réduisant les échelons décisionnels et en donnant davantage de pouvoir aux régions. Elles ont aujourd'hui une autorité de gestion. Donnons-leur aujourd'hui l'autorité de financement. Merci. La parole est à Madame Laurence Cohen pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste pour 2 minutes. Madame la Présidente, à la veille du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, les femmes n'ont toujours pas obtenu l'égalité professionnelle qui passe par un salaire égal à celui des hommes
pour un travail de valeur égale. 26% en moins en moyenne en France, faut-il encore le rappeler. Pourtant, l'arsenal législatif existe pour parvenir à l'égalité professionnelle. Tout récemment, les mobilisations des femmes, des associations féministes et des organisations syndicales unies ont permis d'obtenir une avancée en matière d'égalité salariale, avec la mise en place d'une obligation de résultat pour les entreprises. La ministre Muriel Pénicaud y a contribué, comme elle s'y était engagée ici même lors de l'examen de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel. Hélas, disposition après disposition, le décret vide de son efficacité le dispositif que nous avions voté en juillet dernier. Pourquoi avoir retenu, Madame la Ministre, des modalités de construction de cet index de l'égalité salariale qui permet aux entreprises de dissimuler les écarts de rémunération, allant ainsi à l'encontre du pouvoir législatif? La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Madame la Sénatrice, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. Vous l'avez bien dit, les femmes représentent 50% de la population active. Elles ne contribuent qu'à 37% du PIB, sont payées 9% de moins à fonction égale et 26% de moins sur le temps d'une carrière. Selon le Women's Forum, au rythme actuel, il faudrait attendre 2234 pour atteindre une parfaite parité. Nous refusons d'attendre 2 siècles. C'est pour cette raison que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018 prévoit désormais une obligation de résultats et une transparence des entreprises sur ces questions. L'index pour l'égalité professionnelle permet cette transparence. Il a été élaboré avec les partenaires sociaux, comme vous le savez, et a été unanimement salué lors de sa sortie. Cet index ne porte pas que sur l'égalité salariale, mais aussi sur les chances de carrière et de promotion. Il porte aussi sur la parentalité avec l'item spécifique des congés maternité. Il est exigeant puisque 118 entreprises sur les 732 de plus de 1000 salariés sont en alerte rouge et quelques 600 montrent des progrès à faire sur les premiers résultats publiés. Il est assorti d'une sanction qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale pour que les engagements pris par les entreprises ne soient pas en chocolat. Il est également propice à un dialogue social dans l'entreprise puisqu'il laisse un temps d'adaptation aux entreprises pour converger vers une parité parfaite. Je crois que ces éléments témoignent de l'engagement sans faille de l'ensemble du gouvernement pour la parité hommes-femmes. Je veux l'appuyer par les engagements complémentaires qui ont été pris par un certain nombre de sociétés, volontaires pour afficher le taux de femmes à tous les niveaux de l'entreprise et 2, s'engager pour chaque poste d'encadrement à avoir une candidate femme et une candidate homme, ce qui est la meilleure façon de nourrir le vivier et de promouvoir les femmes dans l'entreprise. Je vous remercie. Madame Cohen, vous avez 57 secondes pour une réponse. Oui, Madame la Ministre, vous parlez de sanctions financières pour les entreprises contrevenantes, mais c'est de la poudre aux yeux. En réalité, vous avez choisi des indicateurs qui rendent invisibles les discriminations et quasi inopérantes les sanctions que vous avez rendues de fait exceptionnelles. Pire, vous avez même introduit un seuil de tolérance de violation de la loi. Les femmes qui manifestent dans la rue depuis des mois pour obtenir plus de pouvoir d'achat, en exigeant notamment une hausse des salaires et des minima sociaux, ne peuvent se satisfaire d'un tel tour de passe-passe. Comme les organisations syndicales, les associations féministes qui dénoncent la précarité, le recours au temps partiel imposés et demandent la revalorisation des métiers de prédominance féminine. Je serai dans la rue à leur côté demain à 15h40, heure symbolique, pour dénoncer le travail gratuit effectué quotidiennement par les femmes. À l'heure où le gouvernement cherche des financements et fait la poche des pauvres, l'égalité salariale rapporterait, selon la Fondation Concorde, 62 milliards d'euros, mes chers collègues, à l'économie française. Alors, Madame la Ministre, qu'attendez-vous? Pas de belles paroles, des actes. La parole est à Madame Corinne Ferret pour le groupe socialiste et républicain. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question était destinée à Madame la Ministre du Travail, mais je vois que c'est Madame Darrieussecq qui va y répondre. Madame la Ministre, la crise sociale profonde qui traverse notre pays ces derniers mois jette une lumière crue sur l'ampleur et l'aggravation des inégalités dans notre société. Et il suffit d'observer les cortèges qui défilent dans nos rues pour constater que les femmes sont particulièrement frappées par cette précarité. En cette veille de 8 mars, journée internationale des femmes, il est impossible de ne pas s'indigner que l'égalité des chances, tant recherchée, ne s'opère pas avec la même force que l'on soit un homme ou une femme.
Et les chiffres sont têtus, même implacables. Cela a été dit, mais c'est bien de le répéter. Aujourd'hui, en France, à poste égal, une femme touchera en moyenne 9% de salaire de moins qu'un homme. Dans l'ensemble de sa carrière, son salaire sera même 25% inférieur à celui d'un homme. Nous sommes, je le sais, unanimes pour condamner une telle inégalité. Mais où sont les actes, Madame la Ministre? Vous avez créé un index de l'égalité femmes-hommes, attribuant aux entreprises de plus de 1000 salariés une note. Si l'intention est louable, nous ne pouvons que regretter le manque d'ambition de cette mesure. Pourquoi en effet la limiter aux grandes entreprises, quand plus de 48% de l'emploi salarié se trouve dans les PME? Mais surtout, comment croire en cet indicateur si les entreprises s'évaluent elles-mêmes? Et quant au 1er mars, seule la moitié des entreprises s'est pliée à cette obligation. L'indispensable lutte contre les inégalités ne peut se réduire à un tableau de chiffres. Elle doit passer par une politique volontariste et coercitive, sanctionnant les discriminations avec la plus grande sévérité. Nous ne pouvons plus accepter, comme le démontre une étude publiée par votre ministère l'année dernière, que 62% des femmes ont connu ou connaîtront la précarité professionnelle au cours de leur carrière, contre seulement 32% des hommes. Madame la ministre, alors que le président de la République a déclaré que l'égalité entre les femmes et les hommes devait être une grande cause de son quinquennat, quelle est la réalité? La vérité, c'est que le budget consacré à cette lutte ne représente que 80 millions d'euros, soit 0,066% du budget. Ma question est donc simple. Quelles mesures comptez-vous prendre enfin pour être à la hauteur des engagements pris devant la nation? La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous l'avez dit, oui, les choses sont préoccupantes. Les femmes sont les premières victimes de la pauvreté. Les femmes sont les premières victimes du travail partiel subi, des métiers sous-payés, des inégalités salariales. Ce sont les mères isolées qui souvent sont en grande difficulté. Les petites retraites également. On les a entendues partout en France et notamment sur les ronds-points. C'est un constat. Et oui, la grande cause nationale de ce quinquennat, c'est l'égalité hommes-femmes. Et oui, nous faisons tout pour agir dans ce domaine où nous avons, à mon sens, dans ce pays, pris beaucoup de retard. Nous agissons pour créer les conditions d'accès et de réussite des femmes, au même titre que les hommes, bien sûr. Mixité des filières, avec notamment la Fondation France Numérique. Égalité salariale, on vient d'en parler avec Agnès Pannier qui a développé le sujet, dans le privé mais également dans le public, avec la création d'un fonds en faveur de l'égalité professionnelle dans la fonction publique qui a été lancé il y a quelques jours par Olivier Dussopt. Bien entendu, cela passe aussi par un travail important sur la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les congés de maternité améliorés, l'évolution des modes de garde d'enfants, la transparence dans l'attribution des places en crèche. Ça passe également par l'entrepreneuriat au féminin, avec le réseau des ambassadrices de l'entrepreneuriat. Le gouvernement a engagé les banques à mieux financer les entrepreneurs. Les nominations paritaires. Et il a été envoyé un courrier en ce sens à tout le gouvernement afin de travailler sur ce sujet. Et puis, bien sûr, nous devons vaincre le sexisme et les violences sexuelles et sexistes qui gangrènent tous les milieux. Alors, c'est un combat culturel. C'est un combat culturel qu'il nous faut mener à tous les niveaux et notamment démarrer par le niveau de l'éducation. Je crois que c'est un combat que nous mènerons tous ensemble. La parole est à Monsieur Jérôme Bignon pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Le président Macron l'a affirmé au Salon de l'Agriculture, l'Europe doit avoir une politique agricole basée sur 3 piliers forts, protéger, transformer, anticiper. Le groupe allemand Südzucker, en restructurant son outil industriel Saint-Louis Sucre en France, en fermant Eppeville dans la Somme, met en cause le pilier protection et le pilier anticipation.
Pas le moindre préavis, pas la moindre concertation. Heureusement que la France et l'Allemagne sont étroitement unies par différents traités de coopération, le dernier signé à Aix-la-Chapelle. Heureusement que la PAC existe depuis le traité de Rome. Qu'en serait-il autrement ? À la veille des élections européennes, ce capitalisme débridé n'illustre pas de façon positive la coopération pourtant souvent vantée entre nos deux pays. Cette décision, si elle devient effective, condamne d'importants bassins de production de betteraves dans la Somme, pas seulement, dans l'Aisne, dans l'Oise, dans le Pas-de-Calais, dégrade 1275 exploitations agricoles, soit plus de 20 000 hectares. Tout l'écosystème local, avec plus de 600 emplois directs et indirects, est déstabilisé et remis en cause. Les salariés de l'usine, les transporteurs, les sous-traitants, les commerces locaux, les entrepreneurs agricoles sont violemment impactés. Il s'agit aujourd'hui de préserver l'intégrité d'une filière française qui contribue chaque année pour 1,3 milliard d'euros à réduire le déficit de notre balance commerciale. C'est impératif de s'y engager. Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour éviter cette décision qui mettrait en danger une filière performante, durement affectée par la fin des quotas et la chute des prix. Mardi, vous avez dit, Monsieur le ministre, à l'Assemblée, que le sujet est grave et qu'il fallait réagir. Je suis d'accord avec vous. Vous avez dit également négocier avec la Commission européenne et vous avez proposé aux députés de les associer aux réunions de travail avec la filière. Le Sénat aimerait être associé à ces réunions au même titre que l'Assemblée nationale. Pourriez-vous enfin nous dire si depuis mardi, ce dossier a pu avancer et quelles sont les pistes ? La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jérôme Bignon. La question que vous posez est une question grave pour la filière sucrière et betteravière de France, même si je veux affirmer ici que malgré ces décisions, la filière betteravière dans son ensemble n'est pas en danger et elle pourra continuer à vivre. Mais la décision unilatérale de Südzucker de fermer 3 sites, ou quasiment de les fermer, est absolument inacceptable. Cagny dans le Calvados concerne 1100 planteurs, 85 emplois directs supprimés. Épeuville dans la Somme, 1400 planteurs, 132 emplois directs supprimés et 122 seraient transférés. Et à Marseille, 58 salariés, dont 5 seulement seraient maintenus. Nous avons donc travaillé avec l'ensemble de la filière. Les réunions sont tenues avec l'ensemble des coopératives. Cet après-midi à 17 h au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, l'ensemble des parlementaires concernés sur tous les bancs sont invités pour une réunion de concertation parce que je veux jouer la transparence la plus totale, parce que dans une opération comme celle-là, c'est par la transparence, c'est en nous serrant les coudes, en travaillant avec les acteurs de la filière que nous y arriverons. Vous avez été plusieurs à m'interpeller directement, vous-même, Monsieur le sénateur, Daniel Dubois, Corinne Ferré, Samia Ghali et d'autres. Et je crois que nous devons avancer dans une seule et même direction. Aujourd'hui, nous devons affirmer que nous ne pouvons pas laisser faire les choses en l'état. La semaine prochaine, avec mon collègue Bruno Le Maire, nous allons rencontrer la direction et le président de Südzucker afin de regarder vraiment quelles sont les intentions de cette coopérative. Je rappelle que c'est 17% de la filière betteravière qui est concernée et nous voulons aller plus loin. Il est question de réorientation, de réorganisation de cette filière. Nous travaillons avec le président et l'ensemble de la filière sucrière. La situation est grave, mais elle est prise en compte par vous-même, je le sais, Monsieur Bignon, par l'ensemble des sénateurs ici, par l'ensemble des parlementaires, et le gouvernement sera au rendez-vous pour accompagner la filière, pour accompagner les parlementaires et pour négocier avec l'entreprise Südzucker. Je vous remercie. Monsieur Bignon, pour 8 secondes. C'est 10%, Madame la Présidente. Ce capitalisme sauvage entre États membres, ces intérêts court-termistes, ces distorsions de concurrence, ces usages dévoyés de l'argent public ne sont pas acceptables dans un marché unique européen. Ce non-respect des planteurs et des travailleurs n'est pas acceptable. Néanmoins, merci Monsieur le Ministre pour votre réponse. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Panunzi pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la Ministre, la Corse a été le premier territoire français à se doter d'une PPE en 2015. Elle avait fait l'objet d'un vrai travail de convergence, d'un vote à l'Assemblée de Corse et d'un décret ministériel. Cette PPE permettait d'appréhender les perspectives énergétiques de la Corse en misant sur une vraie politique d'efficacité énergétique, une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique tout en prenant en compte la vétusté de certains moyens de production comme la centrale du Vage ou interconnexion entre la Corse et l'Italie.
Aujourd'hui, nous constatons que cette PPE, unanimement saluée au niveau national comme localement, qui avait obtenu toutes les validations des différentes commissions nationales et qui avait réussi à obtenir l'accord de la majorité des parties prenantes en Corse, semble être remise en question. J'en veux pour preuve la lettre envoyée à la collectivité de Corse par Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, envoyée juste avant sa démission, ainsi que les commentaires des uns et des autres dans les médias suite à la dernière rencontre que vous avez eue avec l'exécutif régional. Madame la ministre, pourriez-vous nous faire savoir quelles sont les intentions du gouvernement concernant la prochaine PPE en Corse, notamment au regard des éléments majeurs présents dans l'actuelle PPE, sachant qu'il y a urgence et que les Corses n'accepteront jamais une prolongation des anciens moyens de production qui doivent normalement être déclassés en 2023, notamment l'actuelle centrale du Vase qui est un outil vieillissant, sujet de nombreux incidents et fonctionnant actuellement au fioul lourd. Aller au-delà de 2023 avec de tels outils mettrait à l'évidence en risque l'alimentation de la Corse et impliquerait de poursuivre un fonctionnement au fioul lourd, ce qui est inacceptable pour la population du pays ajaccien. Plus précisément, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire si oui ou non le gouvernement a l'intention de respecter le décret du 18 décembre 2015 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie en Corse qui prévoyait la réalisation d'une infrastructure d'alimentation en gaz naturel de la Corse, la construction avec un objectif de mise en service au plus tard depuis 2023 d'un cycle combiné d'une puissance de 250 MW et la conversion des moyens thermiques existants au gaz naturel. Je vous remercie. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Panunzi, la Corse fait l'objet, comme vous venez de le rappeler, du fait de son insularité, d'une programmation pluriannuelle de l'énergie à part et d'une attention particulière du gouvernement pour la sécurité de ses approvisionnements énergétiques. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, un tiers de son électricité provient de centrales thermiques à fioul, situées à Ajaccio et à Bastia, qui sont vieillissantes et polluantes. La PPE de 2015 a prévu que ces installations seraient remplacées par des centrales à gaz. À cet effet, un projet consistait à installer une barge de gaz à Bastia et de relier cette dernière par un gazoduc traversant la Corse jusqu'à Ajaccio pour alimenter la deuxième centrale. Les difficultés sont cependant très nombreuses, comme vous le savez, monsieur le sénateur, en particulier parce que le trajet du gazoduc doit passer non seulement au travers de la montagne, mais au milieu de parcelles privées au régime particulièrement complexe en Corse, comme vous le savez. Nous avons, quand je dis nous, c'est bien sûr le ministre d'État, ministre de l'écologie et de la transition écologique et solidaire, a reçu très récemment, et j'étais présente à ce rendez-vous, le président Simeone. Et nous avons exprimé à cet effet les doutes sur la faisabilité de ce projet du gazoduc et envisagé de nouvelles pistes qui pourraient passer par l'installation d'un second terminal de gaz potentiellement immergé en mer au large d'Ajaccio. Le gouvernement est résolu à tenir ses engagements dans la nouvelle PPE et, bien sûr, veut s'assurer du renforcement de la sécurité énergétique de la Corse tout en développant les énergies renouvelables. La parole est à Madame Annick Billon pour le groupe Union centriste. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. En novembre 2017, le président annonçait vouloir faire de l'égalité entre les hommes et les femmes la grande cause nationale de son quinquennat. Et en cette veille du 8 mars, je souhaiterais évoquer la question alarmante des féminicides. Le taux de femmes tuées s'accélère de façon inquiétante depuis le début de cette année. En effet, depuis janvier 2019, 30 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. C'est 2 fois plus que l'année précédente à la même période. Elles sont plus de 200 à avoir succombé ces dernières années. Plus généralement, environ 225 000 femmes sont victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles. En 2018, dans le sillage de l'affaire Weinstein, les plaintes pour viol ont augmenté de près de 17% et celles pour agression sexuelle ont bondi de 20%.
Or, le nombre de condamnations effectives, lui, stagne. On le sait, la formation des personnels de police sur ces questions n'en est qu'à ses balbutiements. Par ailleurs, la délivrance d'ordonnances de protection pour les juges aux affaires familiales, en principe accessible à toutes les victimes de violences conjugales sans nécessité des dépôts de plaintes préalables, est loin d'être systématique. La lutte contre les violences conjugales doit être appréhendée de manière globale en incluant les individus, les travailleurs sociaux, les magistrats, les forces de l'ordre, les associations. Selon le HCE, seuls 80 millions d'euros des crédits sur les 420 millions pour l'égalité sont alloués chaque année à la lutte contre les violences faites aux femmes. Il faudrait 5 fois plus de moyens, car la mise en place de politiques publiques a un réel impact sur la hausse ou la baisse du nombre de victimes. C'est pourquoi je vous pose la question, à la veille de cette journée hautement symbolique, le gouvernement se donne-t-il réellement les moyens de lutter contre les féminicides? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Annick Billon, veuillez pardonner l'absence de ma collègue la ministre Marlène Schiappa. Je vais répondre à sa place concernant l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous le savez, c'est la grande cause du quinquennat. Et nous avons pris un certain nombre de mesures depuis notre arrivée, puisqu'il s'agit d'une politique largement interministérielle qui est portée de façon volontariste par l'ensemble des membres du gouvernement. Plus de 100 mesures concrètes ont déjà été prises, j'en citerai quelques-unes, et vous le savez, les moyens financiers sont conséquents puisque 530 millions d'euros ont été inscrits au PLF 2019, donc c'est un budget important, je crois le plus important jamais dédié à cette cause de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous le savez, Marlène Schiappa a, dans sa loi, porté la création du délit d'outrage sexiste permettant de verbaliser le harcèlement de rue et nous sommes le premier pays au monde à mettre en œuvre cette mesure. Cela fonctionne. En 6 mois, plus de 330 amendes ont été infligées, allant jusqu'à 750 € et ce dispositif fera l'objet d'une évaluation parlementaire à partir du début de l'été, ce qui permettra de proposer d'éventuels correctifs. Par ailleurs, je pense aussi à la loi portée par Muriel Pénicaud sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, mais vous m'interrogez sur les violences faites aux femmes, sur les féminicides. Nous nous sommes engagés très rapidement sur la création de centres de prise en charge du psychotraumatisme, notamment dédiés aux femmes victimes de violences sexuelles et victimes de violences tout court de leurs conjoints. Nous avons fait un appel à projet, un appel à candidature l'année dernière. Ces 10 centres ont été créés et labellisés. Nous sommes le premier pays au monde à organiser des réseaux de prise en charge des victimes de psychotraumatisme. C'est une mesure emblématique sur laquelle il y avait un engagement du président de la République lors du lancement de novembre 2017. Et donc, le gouvernement est totalement mobilisé pour réduire évidemment les violences faites aux femmes. Je vous remercie. La parole est à Madame Josiane Costes pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Transports. Madame la Ministre, comme vous le savez, le groupe RDSE est très préoccupé par les questions de mobilité et la nécessité d'agir efficacement pour améliorer la desserte des territoires fragiles et victimes d'un enclavement mortifère, souvent à la fois routier, ferroviaire, aérien et même numérique. Le Sénat a voté le 20 février 2019 par 305 voix la proposition de loi du RDSE relative à ce sujet capital pour ces territoires. Et nous attendons avec espoir que la loi mobilité reprenne en grande partie ces propositions largement partagées. Un des sujets abordés par la proposition de loi est le transport aérien régional et en particulier les lignes d'aménagement du territoire. Certes, vous avez prévu un effort budgétaire et nous le saluons, mais sur le terrain, force est de constater que la qualité est de plus en plus déplorable du service rendu aux usagers. Annulations fréquentes, retards, mettant parfois en jeu leur sécurité, et ce, en dépit du prix prohibitif des billets et du financement public, État, collectivité. De constater le quasi-monopole d'une compagnie nationale pour laquelle ces liaisons sont malheureusement considérées comme secondaires, voire comme une charge. Il n'est pas concevable qu'en 2019,
que nos compatriotes habitant dans ces territoires particulièrement fragiles soient traités de la sorte. Madame la ministre, 2 questions simples. Prendrez-vous en considération au cours du débat sur la loi LOM le contenu de la proposition de loi votée par le Sénat? Au-delà des efforts financiers que nous saluons, quelles mesures entendez-vous mettre en place pour que les lignes aériennes d'aménagement du territoire permettent aux voyageurs de bénéficier d'un prix et d'une qualité de service digne de ce nom? La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Josiane Costes, j'ai eu l'occasion de le dire lors de l'examen du texte, je partage largement les constats de la proposition de loi et la loi d'orientation des mobilités y répondra. Concernant les liaisons aériennes d'aménagement du territoire, je suis convaincue qu'elles sont essentielles pour nos territoires. C'est pour ça que j'ai souhaité relancer ces liaisons en quadruplant le budget qui leur est consacré. Et dès 2019, l'augmentation de ce budget va se traduire par des améliorations concrètes à Limoges, Castres, Quimper, Poitiers et La Rochelle. Nous n'avons donc pas attendu pour agir. Et au-delà de cet engagement de l'État, il est effectivement primordial de redresser la qualité de service de ces dessertes et nous sommes fortement mobilisés pour cela. Il y a plusieurs mois, j'ai demandé un programme d'action à HOP qui a permis notamment de réduire le nombre d'incidents techniques et donc le nombre d'annulations. Et j'ai échangé avec le nouveau directeur général d'Air France KLM et avec la nouvelle directrice générale d'Air France, qui sont pleinement conscients de la nécessité d'améliorer la qualité de service sur ces liaisons. Ainsi, l'organisation et la gestion des vols va être repris directement par Air France et les appareils de type ATR vont être retirés de la flotte en 2020. Au demeurant, ces liaisons sont remises régulièrement en concurrence et on peut donc espérer que ce soit l'occasion d'améliorer la qualité de service. Donc je peux vous assurer, Madame la sénatrice, que le gouvernement est pleinement mobilisé pour assurer une meilleure qualité de service sur ces liaisons essentielles pour nos territoires. Madame Costes, il vous reste 9 secondes. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Les habitants de ces territoires attendent vraiment une amélioration de service, les entreprises également, parce que nombre de rendez-vous d'affaires sont manqués dus à des annulations ou des retards et c'est absolument important pour l'activité économique de nos territoires. Donc je vous remercie, on attend une amélioration avec impatience. Merci. La parole est à Madame Laurence Harribey pour le groupe socialiste et républicain. En 2017, le gouvernement avait fait de la réindustrialisation une priorité. Mais les faits sont cruels. 850 emplois rayés de la carte chez Ford, 450 chez Ascoval suspendus à des plans de reprise, 750 à la fonderie de Poitou, 900 sur les sites sartois-papetiers d'Arjowiggins. La liste n'est pas close. Le gouvernement a trouvé indigne l'attitude de Ford et s'est dit trompé dans la reprise avortée d'Arcoval. Au-delà de l'indignation, quelle est la colonne vertébrale de la politique industrielle? Pourquoi se désengager d'industries stratégiques alors que d'autres font le contraire, des États-Unis à la Chine comme en Europe? Sur ce point, les reproches envers les Pays-Bas vis-à-vis de Air France KLM étonnent au regard de l'énergie déployée pour privatiser quelques fleurons profitables, à l'exemple des aéroports de Paris. Où est cette priorité à la réindustrialisation? Madame le ministre, y a-t-il un État stratège? La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, d'abord les faits sont têtus. La France crée aujourd'hui plus d'emplois industriels qu'elle n'en détruit. La France ouvre plus de sites et en développe plus qu'elle n'en ferme. Et cette situation est nouvelle depuis 2 ans. Car, eh oui, l'INSEE, les statistiques, les faits sont têtus, les chiffres aussi. Et si je peux continuer, depuis 20 ans, l'emploi industriel a diminué de 1 million. Et depuis 2 ans, il progresse. Et pourquoi?
Parce que nous avons mis en place une politique industrielle ambitieuse. Premièrement, une politique industrielle qui permet le développement de l'activité économique en rendant la plateforme française plus compétitive. C'est ça qui explique que Toyota investit 300 millions d'euros en France, Daimler 500 millions d'euros en France et que nous sommes désormais la première destination des investissements directs à l'étranger pour l'industrie. Une politique industrielle qui développe des contrats stratégiques de filières pour 18 filières avec des projets d'innovation, des projets de compétences. Et quel est le premier point de blocage pour les emplois industriels? C'est le recrutement, madame. C'est ça qui empêche la croissance. 50 000 emplois aujourd'hui ne sont pas pourvus dans l'industrie. 200 000 si on était capable de mettre les compétences face aux chefs d'entreprise. Ça, c'est la réalité. Alors oui, il y a des guerres qu'on perd sur Ford, sur Blanquefort, sur Ascoval. Mais pourquoi vous ne parlez pas des 3 000 emplois que nous avons sauvés chez William Sauverin, des emplois que nous avons sauvés chez Air Industrie, des emplois que nous avons sauvés chez Doux? 3 entreprises sur 4 en difficulté sont redressées grâce à l'intensité de l'activité du gouvernement. Ça, ce sont les faits, madame. Madame Harribey, pour 57 secondes. Madame la ministre, soyons sérieux. Peut-on réduire, comme ça a été fait hier par votre ministre, une stratégie industrielle au fait d'arracher 20 millions à un groupe qui en a touché 24, plus 500 millions de CICE, comme ce fut le cas pour Ford? Permettez-nous de vous proposer quelques pistes de travail. Osons des prises de participation temporaires en cas de crise, comme l'a fait le président Obama pour General Motors ou la France dans d'autres temps pour Peugeot. Responsabilisons les grands groupes, donneurs d'ordre des PME. Si Renault pérennise ses commandes à la fonderie du Poitou, la reprise devient crédible. Appuyons-nous sur les régions pour ancrer au territoire innovation et industrie du futur. Et les chiffres que vous donnez sont en particulier le résultat des politiques régionales, à l'image de la Nouvelle-Aquitaine avec Usine du Futur, qui a accompagné près de 300 entreprises représentant 35 000 emplois en 2 ans. Osons la coopération industrielle européenne à l'image d'Airbus en étant porteurs d'une vision européenne. Voilà les pistes sur lesquelles nous sommes prêts à travailler. La parole est à madame Céline Boulay-Espéronnier pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le hashtag prisonnière du hijab fleurit sur les réseaux sociaux de l'autre côté de la Méditerranée. Derrière, il y a des femmes courageuses qui dénoncent le voile comme un instrument d'oppression. Elles pointent du doigt la pression sociale et l'environnement familial qui les condamnent à se voiler. Chez nous aussi, la pression des quartiers et des familles ne laisse en réalité que peu de choix aux femmes voilées, en particulier aux plus jeunes d'entre elles. Alors que les femmes algériennes nous indiquent la voie du courage, la position de votre majorité est, sur ce sujet, d'une ambiguïté problématique. Or, la France, nation des droits de l'homme, doit véhiculer un message de liberté pour les femmes du monde entier. Le président de la République, le 16 avril 2018, déclarait que le voile n'était pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. Le 28 février dernier, il se muait en défenseur du voile, expliquant que les entreprises qui discriminent les femmes voilées à l'embauche devaient être sévèrement sanctionnées. Sur ce sujet, l'exécutif fait donc preuve d'angélisme, pire de contradiction. Pouvez-vous, au nom du gouvernement, devant notre Assemblée, condamner à nouveau les propos d'un député de votre majorité qui a réalisé la semaine dernière un amalgame surréaliste entre le port du hijab et celui du serre-tête? Alors que se célèbre demain la journée de la femme, il est essentiel de rappeler que le combat pour une véritable égalité homme-femme passe aussi par le combat sur notre territoire de toute forme de fondamentalisme dont le voile est souvent un étendard. Monsieur le Premier ministre, le voile est-il, oui ou non, un instrument d'oppression des femmes? Et que comptez-vous faire pour protéger toutes ces femmes qui, sur le territoire français, sont contraintes de le porter? Je vous remercie. La parole est à madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées.
Merci Madame la Présidente. Madame la Sénatrice, je rappellerai simplement que nous sommes dans un pays où la laïcité est la règle. Et la laïcité s'inscrit au fronton de toutes nos mairies et au fronton de toutes nos institutions. Je crois que nous devons respecter également la volonté de chacun de porter ou non les attributs vestimentaires qu'il souhaite porter dans l'espace public. Je dis bien dans l'espace public. Pour le reste, moi je préférerais que nous nous dirigions vers ce que nous mettons en œuvre au niveau de ce gouvernement, c'est-à-dire une vraie diplomatie féministe, afin que nous puissions partager nos convictions de façon universelle sur les violences faites aux femmes, sur les contraintes faites aux femmes, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur l'émancipation des femmes, qui sont des concepts qui, à notre sens, doivent être des concepts universels et qui nécessitent un engagement de toutes et tous, je crois, sur le plan national et sur le plan international. Et c'est dans ce sens que Marlène Schiappa travaille. C'est dans ce sens également que le président de la République remettra le prix Simone Veil qui récompense les actions en faveur des droits des femmes dans le monde. Et c'est dans ce sens également que sera travaillé au niveau de la présidence du G7 l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que ce dont vous me parlez, madame, c'est une question d'égalité entre les hommes et les femmes. Et pour nous, cela est absolument essentiel. Mais je le rappelle, cela doit s'inscrire dans notre pays, dans un esprit de laïcité qui est la règle en France, dans notre République française. Merci. Madame Boulay-Espéronnier, pour quelques petites secondes. Madame la ministre, je prends acte de votre réponse. J'ai bien peur qu'elle soit en total décalage avec le sens de mon message. Vous devez réaffirmer les valeurs d'universalisme qui font l'ADN de la France. Vous devez nommer les problèmes pour mieux les combattre, et le relativisme qui fait l'apanage de votre gouvernance depuis le départ est une mauvaise réponse à de vrais problèmes. Je vous demande d'y réfléchir. Il est temps vraiment. La parole est à Madame Nathalie Goulet pour le groupe Union Centriste. Oui, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame Belloubet. J'ai bien entendu la question de notre collègue Mohamed Soilihi. J'ai aussi, Madame la garde des Sceaux, entendu votre réponse. Pardonnez-moi si, en tant que sénateur de l'Orne, je n'ai pas exactement la même vision de la situation. Évidemment, je m'associe à la solidarité qui a été exprimée à l'égard des victimes de cet attentat, mais je veux dire que nous sommes entre colère et découragement. Comprendre l'improbable et surréaliste régime des fouilles, alors que plus de 90 000 objets, Madame la garde des Sceaux, ont été trouvés cette année, 40 000 téléphones sont entrés dans les prisons en 2017. Et on ne parle même pas de la créativité des détenus à créer des armes par destination avec tout ce qui leur passe par la main. Sans compter que nous n'avons toujours pas de gilet pare-lame pour les gardiens et le personnel pénitentiaire. Comment expliquer également l'accès à une unité de vie familiale pour un criminel de cette nature, et j'ajoute 2 fois par mois? Comment expliquer les failles du renseignement pénitentiaire alors que ce détenu était signalé pour ces faits de radicalisation? Madame la ministre, la question que je voudrais vous poser, c'est quel calendrier et quelles mesures avez-vous l'intention de prendre pour que nos personnels pénitentiaires soient mieux protégés, qu'ils n'aient surtout pas le sentiment que le confort des détenus passe avant leur sécurité? La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Goulet, je connais votre réflexion sur la question de la radicalisation. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de lire ce que vous aviez écrit hier et avant-hier sur ce sujet. Je voudrais ici vous assurer que la détermination du gouvernement pour lutter contre la radicalisation en prison est totale, et je ne peux pas vous laisser dire des choses qui iraient à l'encontre de cette détermination.
Je mets 3 arguments à l'appui de mon propos. Tout d'abord, nous avons agi pour prendre en charge ces personnes radicalisées. Vous me demandez un calendrier, je vous le donne. Depuis le mois de janvier dernier, nous avons développé des processus d'évaluation de la radicalisation. Ils sont en cours de déploiement. Nous avons aujourd'hui 5 quartiers d'évaluation de la radicalisation, là où il n'y en avait que 2 l'année dernière. Nous avons ensuite mis en place un système qui permet d'affecter ces détenus radicalisés dans des lieux qui sont adaptés. Ce sont des quartiers d'isolement ou des quartiers de prévention de la radicalisation, en tout état de cause des quartiers étanches du reste de la détention pour éviter le prosélytisme. Mais cela se construit progressivement. Ensuite, nous avons, et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, nous avons renforcé la sécurité des établissements. Nous déployons un système de brouillage nouveau des téléphones portables. Nous commençons à le déployer à la prison de la Santé, à Vendin-le-Vieil, et nous allons continuer. Nous avons un dispositif de lutte contre les drones. Nous avons accru de plus de 16% le budget de sécurité des établissements pénitentiaires et nous allons continuer. Nous avons enfin pris des mesures, c'est le troisième point, pour protéger nos personnels pénitentiaires. Ces mesures de protection, contrairement à ce que vous avez affirmé à l'instant, passent notamment par le déploiement d'équipements nouveaux, gilets pare-balles, tenues par coup, plus de 1500 gilets par lame, excusez-moi, pas par balle, par lame. Plus de 1500 gilets ont été déployés. Cela doit continuer. Et il y a également d'autres mesures qui sont prises dans ce sens. La sécurité des Français est notre priorité. Celle des personnels pénitentiaires l'est tout autant, Madame la sénatrice. Madame Goulet. Madame Goulet, pour 34 secondes. Madame la garde des Sceaux, je ne doute pas du tout de votre détermination. Je sais qu'il n'y a pas de baguette magique et il n'y a pas non plus de recette parce que sinon ça fait longtemps que le Sénat aurait trouvé des solutions. Nous avons été très solidaires de l'ensemble des mesures contre le terrorisme qui ont été votées ces dernières années. Ce que je voulais simplement indiquer, c'est que la radicalisation en prison ne date pas d'hier, elle ne date pas non plus de votre gouvernement. Farhad Koskakovar l'a dénoncé depuis extrêmement longtemps. On sait qu'il faut du temps au temps et ça c'est normal. Mais vous voyez que les personnels manquent quand même d'équipement, il manque aussi de formation. Quant à l'évaluation, qui est un sujet majeur, à la fois pour la prévention, mais aussi pour les gens qui sont en prison, veuillez croire que nous cherchons des dispositifs qui permettent cette évaluation, qui est absolument déterminante pour juger de la dangerosité, surtout que nous allons avoir des encombrants qui arrivent de Syrie et d'Irak bientôt et que nous ne savons pas comment les traiter. La parole est à Madame Catherine Dumas pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ministre de tutelle d'Atout France, organisme en charge de la promotion de la destination touristique France à l'étranger. Il semble en effet qu'une note interne au Quai d'Orsay envisage un plan d'économie drastique à Atout France, entraînant un plan social de grande ampleur et ayant pour conséquence de réduire d'un tiers la masse salariale, également d'économiser près de 4 millions d'euros. L'opérateur Business France, d'ailleurs, serait aussi concerné. Alors évidemment, nous ne sommes pas contre de nécessaires économies dans l'usage des deniers publics, bien au contraire. Mais convenez, Monsieur le Ministre, que cette coupe claire entraînerait la fermeture de plusieurs bureaux à l'étranger, qu'elle impacterait grandement les missions de rayonnement, d'attractivité des destinations françaises, dont Atout France a la charge. Alors que notre pays subit depuis plusieurs semaines une dégradation de son image auprès des touristes étrangers en raison des mouvements sociaux de grande ampleur que nous subissons, ma question est simple. Monsieur le ministre, quelles sont vos ambitions pour la promotion du tourisme auprès des clientèles étrangères? La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Dumas. Le tourisme est un secteur clé pour notre économie en même temps qu'un instrument d'influence majeur à l'étranger. C'est pourquoi le gouvernement fait du développement touristique de l'ensemble des destinations françaises l'une de ses priorités. Les objectifs que nous nous sommes fixés en termes de fréquentation et de retombées économiques sur les prochaines années sont ambitieux à ce titre. Les résultats de 2018 sont à cet égard encourageants, avec près de 90 millions de touristes étrangers, mais nous devons encore faire davantage. Et Atout France est au cœur, évidemment, de cette stratégie. Vous évoquez la question des moyens.
Les grandes orientations données par le gouvernement dans le cadre d'Action publique 2022 impliqueront nécessairement, et c'est logique, une transformation de la présence internationale de l'État de ses opérateurs et donc d'Atout France en évaluant l'efficacité de l'action de chacun. Nous aurons donc très rapidement à mener une réflexion stratégique sur la manière d'assurer la promotion touristique de nos destinations à l'étranger avec Atout France et ses partenaires publics et privés. Mais en ce qui concerne plus particulièrement le financement de la promotion touristique, le gouvernement s'est clairement engagé lors du Conseil interministériel du tourisme du 19 janvier 2018 en apportant des ressources supplémentaires pérennes, notamment par le biais de la recette Visa. Le ministre Jean-Yves Le Drian et le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne resteront mobilisés pour que les collectivités, les professionnels et l'État rassemblent leurs énergies et leurs moyens en faveur de la promotion des destinations dans un modèle partenarial qui caractérise notre politique touristique et qu'incarne Atout France. Le gouvernement a également conforté Atout France dans sa mission d'appui à la structuration de nos offres touristiques. C'est le sens de la mise en place du dispositif France Tourisme Ingénierie porté par Atout France et la Banque des Territoires qui accompagne les collectivités locales dans la structuration de projets touristiques d'envergure à même de répondre à une demande mondiale toujours plus exigeante. C'est en effet en agissant à la fois sur la demande et sur l'offre que nous pourrons atteindre nos objectifs de fréquentation et de recettes touristiques et affirmer plus encore la vocation touristique de notre pays et permettre que ce secteur soit l'un des vecteurs de la croissance et de l'emploi. Je vous remercie. Madame Dumas, pour 42 secondes. Oui, Monsieur le Ministre, j'ai bien entendu votre réponse. Vous réaffirmez votre ambition pour l'évolution du tourisme dans notre pays. Je m'en réjouis. Mais justement, vous parlez du Conseil interministériel du tourisme. J'en suis membre. Et c'est justement à cet effet que je vous redis qu'un vaste plan social à Atout France serait un paradoxe au regard de l'objectif en quantité, en qualité que le gouvernement a fixé. Également un paradoxe aussi au regard de la concurrence de plus en plus vive d'autres destinations en Europe et dans le reste du monde. La parole est à Monsieur Stéphane Piednoir pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, après un début de quinquennat exécuté à marche forcée, nous constatons tous ici un net ralentissement de la marche. Depuis le 15 janvier, le temps législatif est figé et on ne compte plus les projets de loi reportés et les réformes suspendues aux conclusions du grand débat national. Plus grave sans doute encore, le travail parlementaire est désormais balayé d'un revers de manche par votre gouvernement. Ainsi, le 11 décembre dernier, le Sénat a voté à une très large majorité une proposition de loi portée par notre collègue Françoise Gatel, rapportée par Agnès Canayer, proposition de loi qui visait à apporter de la souplesse au fonctionnement et à l'organisation des communes nouvelles qui, rappelons-le, concernent près de 2,5 millions de Français dans 755 communes nouvelles. Vous avez, en tout cas le gouvernement avait soutenu cette démarche qui est particulièrement attendue, et notamment dans mon département de Maine-et-Loire. Hélas, nous apprenons cette semaine que l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale, qui était inscrit dans l'agenda de l'Assemblée nationale, a été reporté sine die, ce qui va à l'encontre de votre engagement. Madame la Ministre, quelles garanties pouvez-vous nous apporter pour que ce report ne soit pas purement et simplement un abandon? La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, vous avez rappelé l'importance des communes nouvelles, qui, je le rappelle, ont été créées par la loi de 2010 et réformées en 2015 par le député Jacques Pélissard. Cette politique est un grand succès puisque, aujourd'hui, 2508 communes se sont regroupées pour créer 774 communes nouvelles. On peut féliciter d'ailleurs, ne serait-ce qu'en 2019, il y en a encore eu 239. En conséquence, d'ailleurs, le nombre de communes est d'aujourd'hui de 34 970, pour être très précise. Alors on sait, monsieur le sénateur, que cette politique a beaucoup de succès, particulièrement dans l'ouest de la France, et notamment dans le Maine-et-Loire, que vous représentez
ici au Sénat, mais aussi dans la Manche, dans le Calvados et dans l'Eure, pour citer ceux qui arrivent en tête. Vous me parlez... Alors, bien sûr, je ne parle pas de l'accompagnement qui avait été voté aussi, financier, etc. La proposition de loi adoptée, effectivement, par votre Haute Assemblée en décembre, vise, en ce sens, à faciliter le développement des communes nouvelles et améliorer surtout les périodes transitoires, notamment en ce qui concerne la composition des conseils municipaux, c'est-à-dire la deuxième période. Ce texte a été reçu très positivement, il a été soutenu par le gouvernement, il est aujourd'hui, bien sûr, nécessaire d'envisager sa lecture, mais il est envisagé, bien sûr, à la lumière des concertations menées actuellement avec les maires dans le cadre du grand débat. À ce stade, il a donc été décidé de différer son examen, monsieur le sénateur. Et il ne faut pas toujours voir le mal quelque part. Monsieur Piednoir, pour 39 secondes. Madame la ministre, on reproche souvent au Parlement sa lenteur dans la confection de la loi. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement qui bloque. C'est le gouvernement qui ne veut pas comprendre qu'il y a urgence à légiférer sur ce texte, notamment à l'approche des futures élections municipales. J'entends bien votre volonté affichée d'être à l'écoute, et je m'en félicite. C'est un changement notable. Peut-être pourriez-vous aller jusqu'à entendre la volonté des parlementaires qui travaillent et qui se saisissent des attentes des élus locaux, en étroite collaboration d'ailleurs avec l'Association des maires de France. Peut-être pourriez-vous collectivement dans votre gouvernement consacrer un peu moins de temps à l'animation du show médiatique de votre mentor et davantage à une meilleure considération du travail des élus nationaux. Peut-être pourriez-vous enfin tout simplement respecter vos engagements par rapport aux élus que nous sommes. Je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu mardi 12 mars à 16h45 et seront retransmises sur Public Sénat, le site internet du Sénat et sur Facebook. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15 pour la proposition de loi relative à la nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes et à l'affectation des dividendes à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. La séance est suspendue. Et voilà pour ces questions d'actualité du Sénat au gouvernement. Il y a eu beaucoup de questions sur les droits des femmes à la veille du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et la sénatrice Les Républicains Céline Boulay-Espéronnier a dénoncé le laxisme du gouvernement face au port du voile islamique hijab qui est selon elle imposé à des milliers de femmes en France. La secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq a rappelé le principe de laïcité, de liberté de culte et le respect de la volonté de chacun. Et puis il y a eu un échange fort autour de l'agression de 2 surveillants pénitentiaires à la prison de Condé-sur-Sarthe. La sénatrice centriste de l'Orne, Nathalie Goulet, a dénoncé l'échec du gouvernement pour protéger les surveillants pénitentiaires. Et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, lui a répondu en rappelant que le budget de la sécurité des prisons avait augmenté cette année de 16% et que les surveillants pénitentiaires allaient être équipés d'équipements nouveaux, notamment de gilets pare-lames, pour être mieux protégés. Voilà, Jérôme, pour les moments forts de ces questions d'actualité du Sénat au gouvernement. Merci beaucoup Alexandre, et on va tout de suite prendre la direction de la salle des conférences du Sénat puisque Tam Tranui, vous êtes avec la ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne. Et nous allons parler ensemble du projet de loi mobilité, le projet de loi L'Homme, Madame Borne. Eh bien tout d'abord, un certain nombre de sénateurs sont inquiets sur ce projet de loi. Pour eux, il manque toujours 500 millions d'euros. Ils posent toujours cette même question du financement. Que leur répondez-vous pour les rassurer ? Alors écoutez, je pense qu'il ne faut pas réduire ce projet de loi à ce débat. Ça n'est pas une loi de finances. Et moi, je me réjouis que la Commission ait pu adopter hier le texte, je pense de façon très large, ce qui montre qu'on a eu un travail de qualité en amont avec les sénateurs. Avec beaucoup d'amendements déposés sur ce texte, 640. Qui ne modifie pas effectivement les grands équilibres, ni les principales dispositions du texte. Donc moi, je me réjouis de l'adhésion du Sénat à ces orientations, et d'autant plus que je pense que la crise que nous traversons confirme que les Français attendent qu'on améliore
leurs déplacements du quotidien, qu'on les simplifie, et c'est bien l'objet de ce texte. Donc ça confirme l'importance et l'urgence de ce texte. Est-ce pour vous une bonne solution de flécher la TICPE vers les infrastructures de transport? C'est là l'une des propositions qui est faite par le rapporteur Didier Mandelli. Alors je vous confirme que cette année, il y a bien 1,2 milliard de TICPE qui est affecté au financement des infrastructures, donc à l'Agence de financement des infrastructures, qui a adopté son budget la semaine dernière, un budget qui va nous permettre de tenir les engagements qui ont été pris par le gouvernement. Ce sont des projets qui sont très attendus. Ces améliorations des transports du quotidien, c'est essentiel, c'est plus important que jamais. Donc je vous rassure, le budget a bien été adopté de l'AFIP pour 2019. Alors, quid de la vignette poids lourd? On sait qu'il y a eu des discussions à ce sujet. On sait que l'une des difficultés, c'est que l'on ne peut pas faire une vignette poids lourd spécialement pour les poids lourds venus de l'étranger. Votre réflexion est encore en cours sur ce sujet? Alors vous savez qu'on a toujours indiqué que pour 2020, il fallait réfléchir effectivement à une nouvelle recette. Donc vous comprendrez que c'est évidemment un sujet qui est débattu dans le cadre du grand débat. Moi, je ne vais pas préempter les conclusions du grand débat. J'ai eu l'occasion de le dire. Je pense que, et quand je me déplace dans les territoires, à l'occasion du grand débat ou à d'autres occasions, je vois des Français qui, en effet, voient passer beaucoup de poids lourds étrangers qui font le plein en Belgique, en Luxembourg et puis ensuite en Espagne et qui utilisent nos infrastructures sans participer au financement. Donc, je continue à penser que c'est une bonne piste de travail. Pour conclure, Elisabeth Borne, certains sénateurs jugent que le texte n'est pas assez offensif sur la question de l'ubérisation des transports. Je cite certains sénateurs de gauche, c'est une véritable gangrène qui mine la cohésion de notre pays. Il faut-il mieux réguler cette ubérisation des transports? Alors c'est bien l'objet du texte, à la fois de se dire qu'on a beaucoup de nouvelles solutions, que les plateformes numériques peuvent apporter beaucoup de nouvelles solutions, mais que bien évidemment, on doit s'assurer que ça ne se fait pas au détriment des travailleurs qui, notamment, donc, fournissent les services de ces plateformes. Il y avait une disposition dans le texte qui visait justement à permettre la mise en place de chartes dans ces plateformes. Il y a eu un amendement de suppression, mais on aura l'occasion d'en rediscuter, je ne doute pas, en séance. Et moi, je me réjouis par avance du débat qu'on va pouvoir avoir sur ce texte. Eh bien, effectivement. Merci beaucoup, Elisabeth Borne, d'avoir répondu à mes questions, alors qu'on va avoir l'occasion de vous revoir au Sénat, puisqu'effectivement, l'examen du texte commence dans quelques jours en séance. Merci beaucoup. Et également, à mes côtés, il y a ici Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, qui a été largement interrogée lors de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Bien sûr, après les événements, les agressions de Condé-sur-Sarthe, les surveillants demandent une revalorisation sécuritaire, indemnitaire, statutaire. Allez-vous pouvoir répondre à ces revendications? Alors d'abord, je voudrais dire que la préoccupation de la sécurité dans les établissements pénitentiaires est une préoccupation très forte de ce gouvernement. Nous avons pris depuis l'année dernière un nombre important de mesures. Je le rappelais à Madame la sénatrice Goulet qui m'a interrogée sur ce sujet. Nous avons pris des mesures en matière de traitement des détenus qui sont radicalisés, des mesures en matière de sécurité des établissements pénitentiaires et des mesures également en faveur de la sécurité des personnels. Y a-t-il une nouvelle mesure à prendre face à ces événements? Pour autant, manifestement, ces événements montrent qu'il y a une défaillance, soit dans nos réglementations, soit dans la mise en œuvre générale de ces réglementations. Comme vous le savez, j'ai demandé à l'inspection générale de la justice de se rendre dans l'établissement pour mesurer la manière dont les choses s'étaient déroulées, parce qu'en effet, c'est paradoxal qu'une telle situation se soit déroulée à Condé-sur-Sarthe. C'est l'établissement... Bâtiment aussi sécuritaire, qui n'était pas en surpopulation carcérale. Voilà, exactement. C'est un de nos deux établissements les plus sécuritaires et nous n'avons pas de surpopulation. Donc ce n'est pas seulement une question de moyens. Donc nous devons voir ce qui s'est passé et en tirer les règles générales. Lors de l'examen du projet de loi justice, le rapporteur François-Noël Buffet avait proposé de renforcer les fouilles des visiteurs dans les prisons. À l'époque, vous vous y étiez opposé. Alors, quelle raison est-ce que vous avez changé d'avis quand vous voyez ce qui s'est passé là? Si vous voulez, d'abord, dans la loi de réforme de la justice, nous avons modifié un article sur les fouilles des détenus
qui correspondait également à une demande forte des syndicats des personnels pénitentiaires, et il nous a semblé que c'était de bon sens. Donc nous avons modifié cela pour permettre, tout en restant conforme à la réglementation européenne et nationale, nous avons accru ces possibilités de fouille. Sur la fouille des visiteurs, si je n'avais pas accédé à cette demande, c'est parce qu'il me semblait qu'il n'était pas interdit par notre propre réglementation de procéder à de telles fouilles. Donc il faut vérifier cela et il faut mesurer la pratique également. Mais il faut réfléchir peut-être à ce sujet lorsque l'on voit que là c'était un couteau apporté effectivement par une visiteuse. Ce sera les conclusions du rapport d'inspection que j'ai demandé. Une toute dernière question, est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui nos prisons sont aptes à incarcérer des revenants, des terroristes revenus d'Irak ou de Syrie? On le voit, il y a tout ce débat sur la radicalisation en prison et la difficulté à juguler cela dans une prison. Non, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Nous sommes parfaitement en mesure de pouvoir accueillir dans nos établissements pénitentiaires des personnes dont la dangerosité est avérée, quelle qu'en soit la raison, mais y compris des personnes qui sont soit des détenus terroristes, soit des personnes radicalisées. Nous sommes parfaitement en capacité de les prendre en charge. Nous en avons déjà accueilli, soit des personnes qui sont radicalisées en France et qui sont restées ici, soit des personnes qui sont parties en Syrie ou ailleurs et qui sont revenus en France. Il y en a déjà quelques-uns dans nos établissements pénitentiaires. Donc évidemment, nous les accueillons. Ce qui ne veut pas dire, si c'est la question sous-jacente, que la France a changé de position. Je le redis ici, nous n'accueillons pas de nouvelles personnes revenues des terrains de combat. Eh bien, merci beaucoup, Nicole Belloubet, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tam. Et on va revenir pendant 20 minutes encore sur cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Et pour ce faire, j'accueille sur le plateau Emmanuel Capus. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sénateur du Maine-et-Loire, membre du groupe indépendant République et Territoire. Et on l'a vu, cette séance de questions d'actualité, elle a été marquée par la thématique des droits des femmes, à la veille de la Journée internationale du droit des femmes. Vous êtes notamment vice-président de la délégation sénatoriale aux entreprises. On l'a entendu, il y a des indicateurs qui ont été créés dans les entreprises. Est-ce que ça suffit pour finalement renforcer l'égalité femmes-hommes? Alors, je suis vice-président de la délégation aux entreprises, je suis aussi avocat. Dans la vie, et mon activité principale, c'est le droit du travail, justement. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de mesures qui ont déjà été prises. Il y avait eu les accords d'entreprise sur l'égalité hommes-femmes qui ont été prises par le passé. Aujourd'hui, on a un index supplémentaire qui est pris. Il y a un principe général du droit qui est très général et qui parle de l'égalité de traitement, mais de façon générale. Pas seulement entre les hommes et les femmes, mais ça s'applique évidemment aussi entre les hommes et les femmes à partir du moment où c'est un travail égal, salaire égal. Donc les outils juridiques, je pense qu'ils existent déjà. Je pense que ce qu'il faut changer, et ils sont bons, ce qu'il faut changer, c'est la mentalité. L'index va permettre effectivement de savoir pour certaines femmes si elles sont moins bien payées seulement dans les grands ou pas. groupes. Alors, oui, dans les grands groupes, mais après, c'est pour ça que je pense que les choses changeront quand on changera les mentalités. Ça, c'est pour l'égalité salariale, qui est extrêmement importante, puisqu'on sait qu'effectivement, on a, d'abord, les femmes sont majoritaires à travailler en France, 52% des travailleurs sont des femmes, et elles sont payées 9% de moins que les hommes en général. Moi, je pense qu'effectivement, il faut continuer à changer les mentalités pour que, notamment dans les petites entreprises, on considère totalement anormal qu'une femme soit moins payée qu'un homme. Mais il n'y a pas que ça, parce que l'égalité homme-femme, ça ne passe pas que par l'égalité salariale, ça passe également énormément par les promotions sociales. La ministre l'a dit d'ailleurs, c'était bien. Les promotions sociales, les promotions de carrière, les évolutions de carrière, et puis... Les promotions en politique aussi. Les femmes en politique n'ont pas beaucoup de postes de pouvoir. Les femmes, je pense que c'est en train de changer. Ça prend du temps. Nous, dans notre groupe, effectivement, on n'a pas beaucoup de femmes. On se faisait la réflexion en séance et on aimerait en avoir plus. Les modes de scrutin font qu'on va avoir beaucoup plus de femmes, puisque dans tous les scrutins de liste, maintenant, il y a la parité. Donc, petit à petit, les choses vont se faire. Moi, je viens d'un milieu où je travaille quasiment qu'avec des femmes, puisque je suis dans le monde de la justice. Ça s'est fait depuis longtemps et naturellement, dans le monde de la justice, il y a beaucoup de femmes. Donc, ça n'est pas une cause désespérée. Les femmes ont toute leur place et elles prennent de plus en plus de place, je veux dire. Et dans le monde politique, je pense qu'elles vont le prendre. Et je voulais terminer par le fait qu'il faut aussi
dans le monde salarial qu'on aide énormément les femmes à gérer les absences pour la natalité, pour les congés maternité, parce que souvent c'est aussi encore maintenant, et c'est dramatique, un handicap dans la promotion de carrière, et ça c'est totalement anormal. Alors justement, sur ce sujet, il y a eu une question en séance, et c'est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui a répondu sur le cas particulier de la hausse des féminicides en France. On l'écoute. Concrètes ont déjà été prises, j'en citerai quelques-unes, et vous le savez, les moyens financiers sont conséquents puisque 530 millions d'euros ont été inscrits au PLF 2019, donc c'est un budget important, je crois le plus important jamais dédié à cette cause de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais vous m'interrogez sur les violences faites aux femmes, sur les féminicides. Nous nous sommes engagés très rapidement sur la création de centres de prise en charge du psychotraumatisme, notamment dédiés aux femmes victimes de violences sexuelles et victimes de violences tout court de leurs conjoints. Nous avons fait un appel à projet, un appel à candidature l'année dernière. Ces 10 centres ont été créés et labellisés. Nous sommes le premier pays au monde à organiser des réseaux de prise en charge des victimes de psychotraumatisme. Emmanuel Capus, on est le 7 mars et il y a déjà eu 30 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons depuis le début de l'année en France. C'est une situation inacceptable. C'est une situation inacceptable, et ce d'autant plus qu'effectivement, dans la question, on vous a dit qu'il n'y avait pas plus de réponse pénale à ces faits d'homicide, de féminicide. Donc c'est inacceptable. J'espère que le gouvernement a pris en compte ces augmentations, et les centres de prise en charge des victimes, ça me paraît être un outil extrêmement utile et intéressant pour essayer de sortir les femmes qui sont menacées de ce contexte familial. La réponse de la justice aussi, on a entendu la dernière victime, elle avait donné des signaux d'alerte, elle avait prévenu la police et pourtant rien n'a été fait. Moi je pense de façon plus globale que le budget de la justice doit être un budget, c'est ce que je défends à la Commission des Finances, qui doit être sanctuarisé, même augmenté. Parce que c'est ça le vrai pouvoir régalien de l'État, et c'est là-dessus qu'on doit mettre le paquet. Merci Emmanuel Capus. Sur un tout autre sujet, on va rejoindre Tam Tranui qui est avec le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Oui, et à la veille du 8 mai, on va commencer par une question sur la place des femmes dans l'agriculture. On sait que leur place est parfois compliquée. Qu'est-ce que vous avez fait pour les femmes dans l'agriculture au niveau de l'exécutif ces dernières années? À la veille du 8 mars. Du 8 mars, pardon. Il y a beaucoup d'efforts ont été faits au niveau des femmes en général, mais dans l'agriculture également, dans la mesure où il y a beaucoup de femmes agricultrices, chefs d'exploitation. Donc nous avons mis en place des droits nouveaux, notamment pour les congés de maternité, notamment pour le remplacement. Il est indispensable qu'une femme agricultrice prenne ses congés de maternité, qu'elle puisse être remplacée pour son travail. Et nous avançons beaucoup avec Marlène Schiappa. Nous allons faire une visite sur des exploitations tenues exclusivement par des femmes, parce qu'elles sont nombreuses et motivées. Votre bilan, sinon, du salon de l'agriculture, alors que le monde agricole fait depuis plusieurs années face à l'agribashing sur la question des pesticides, les fermes-usines, le bien-être animal. Il y a bien des sujets sur lesquels le monde agricole doit se défendre aujourd'hui. Oui, le bilan du salon de l'agriculture est un bilan très positif. Ça a été un salon totalement tourné vers les Françaises et les Français. Nous avons montré ce qu'était l'agriculture française, une agriculture d'excellence, une alimentation sûre, saine et durable. Et le visage qu'a montré l'agriculture française, qu'ont montré toutes les filières, a été formidable. En effet, l'agriculture est en train de muter, l'agriculture se transforme, l'agriculture va vers l'agroécologie. Cette transition est indispensable et c'est comme cela que les Françaises et les Français, je crois, l'ont perçu. C'était un très bon salon, un salon très positif. Vous mettez l'accent sur l'agroécologie. D'ailleurs, aujourd'hui, lors du déplacement d'Emmanuel Macron à Gréoux-les-Bains, sur le thème de l'environnement, il y a eu énormément de questions qui ont concerné l'agriculture, sur le loup, le bio, la loi foncière. Vous ne regrettez pas de ne pas y être allé pour pouvoir répondre à ce type de questions? Ah non, mais d'abord, c'est le président de la République qui répond, c'est pas les ministres. Mais on voit qu'en tout cas, l'environnement et moi, j'ai déjà fait pas mal de déplacements. Les ministres, ils vont à tour de rôle. Oui, l'agriculture est très présente. L'agriculture et la ruralité sont les fondements même de notre société. Faire nation, faire France, c'est tenir compte de cette ruralité et de cette agriculture. Et donc les questions aujourd'hui posées au président de la République sur le bio, sur la transition agroécologique, sur le prédateur, sont des questions qui traversent toute l'agriculture. Et j'ai entendu ce qu'a répondu le président de la République, évidemment. Je suis totalement dans cette ligne-là. C'est par la transition agroécologique que nous y arriverons. C'est par une nouvelle façon d'appréhender l'agriculture. Et en même temps, c'est en soutenant les agriculteurs, en soutenant les éleveurs de nos montagnes sèches, comme dans les Alpes d'Haute-Provence, face aux prédateurs, face aux loups.
Didier Guillaume, pour conclure, eh bien, ce salon de l'agriculture a bien sûr été marqué, comme chaque année, par la visite du président de la République, Emmanuel Macron. Sa visite s'est bien passée, ça a été plutôt une promenade de santé, alors qu'on pouvait attendre les gilets jaunes. Et il y a sur les réseaux sociaux des accusations à l'égard de la République En Marche qui jugent que la République En Marche a mobilisé 200 militants pour soutenir le président de la République. Qu'est-ce que vous leur répondez? Était-ce le cas? Je ne réponds pas aux réseaux sociaux parce qu'il y a tellement d'absurdités sur les réseaux sociaux tous les jours. Il n'y a pas que des absurdités, mais comment faire mettre des militants? Enfin, c'était ouvert au public, il y avait beaucoup de monde. Il a eu des discussions avec tous les gens qui étaient là. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans une société complotiste. On est dans une société, comme on dit en patois drômois, de fake news. Je crois qu'il faut reprendre la réalité. Ce qui a peut-être ennuyé certains, c'est que le président de la République a répondu aux questions que se posait le monde agricole et les agriculteurs. C'est qu'il a fait un discours de plus d'1 heure qui était très apprécié par tous les syndicats agricoles, qu'il a pris la mesure de ce qu'était l'agriculture française, la souveraineté alimentaire, de ce que devait être l'agriculture dans l'Europe. Et je pense que c'est pour ça que la visite s'est bien passée. C'était pas uniquement une promenade de santé, parce que quand on se promène dans les allées, voilà, pendant plus de 14 heures, c'est un vrai exercice. Un vrai marathon de santé, disons. Oui, marathon de santé, exactement. Bien, merci beaucoup Didier Guillaume d'avoir répondu à mes questions. Merci Tam. Et autre thème abordé lors de cette séance de questions d'actualité au gouvernement, la politique industrielle de la France. Et c'est Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie, qui a répondu sur cette question. On l'écoute. Depuis 20 ans, l'emploi industriel a diminué de 1 million. Et depuis 2 ans, il progresse. Et pourquoi? Parce que nous avons mis en place une politique industrielle ambitieuse. Premièrement, une politique industrielle qui permet le développement de l'activité économique en rendant la plateforme française plus compétitive. C'est ça qui explique que Toyota investit 300 millions d'euros en France, Daimler 500 millions d'euros en France et que nous sommes désormais la première destination des investissements directs à l'étranger pour l'industrie. Emmanuel Capus, on a entendu la ministre, la France crée des emplois industriels et pourtant on entend parler de Ford, d'Ascoval. Il y a eu une question aussi sur un groupe allemand dans le domaine sucrier qui fermait comme ça de manière unilatérale. Est-ce qu'il y a une politique industrielle volontariste du gouvernement ? Moi, je pense que sur cette question-là, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce gouvernement n'est pas sensible à la politique industrielle et à l'industrie. Donc, moi, j'aurais tendance à penser que la réponse d'Agnès Pannier est assez forte et, moi, me satisfait. Pourquoi ? Comment contraindre ces grands groupes étrangers de fermer, comme Ford, par exemple ? Il y a deux choses, en fait. Il y a le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Agnès Pannier, c'est son rôle. Elle axe sur le verre à moitié plein. Elle explique ce qui va bien, et c'est quand même une décision, enfin une nouvelle assez bonne, le fait qu'on ait plus d'emplois dans l'industrie depuis 2 ans. Donc ça, il ne faut pas faire de politique politicienne, il faut s'en féliciter. En revanche, évidemment, ça n'écarte pas le fait qu'il y a des déceptions et des échecs. Jérôme Bignon a rappelé celui de Südzucker, qui veut fermer 3 sites en France dans l'industrie sucrière et betteravière. Ça, c'est pas acceptable. Le rôle de l'État à ce niveau-là, et ça a été très clairement dit par Didier Guillaume, c'est de faire pression sur le groupe qui plus est un groupe allemand pour que ça ne ferme pas ou qu'on trouve une solution européenne sur la filière sucrière. Et puis il y a la question de Blanquefort. Avec l'usine Ford. On a l'usine Ford qui ferme. Maintenant, le rôle de l'État, il ne faut pas se mentir, il y a des solutions qui sont proposées par Mme Hariben, ma collègue socialiste, qui dit qu'il faudrait qu'il y ait une prise de participation temporaire de l'État. Ça ne marche pas, on l'a essayé par le passé, c'est absolument pas le rôle de l'État de racheter une usine qui fait le moyen face à ces grands groupes américains. Elle propose effectivement, éventuellement, de s'appuyer davantage sur les régions, je suis tout à fait favorable. Elle propose de créer des grandes coopératives européennes de type Airbus, j'y suis tout à fait favorable. Ce qu'il faut de façon plus globale, c'est effectivement avoir une politique industrielle forte et avoir une politique de compétitivité des entreprises qui soit forte. Ça veut dire un coût du travail moins élevé, ça veut dire une fiscalité des entreprises moins élevée pour que les entreprises n'aient pas un intérêt à se délocaliser. Alors pour le coût du travail moins élevé, ces entreprises, elles ont touché des aides. Quand elles ferment comme ça des sites industriels, il faut qu'elles les remboursent, ces aides ? Ça ne serait pas totalement illogique, effectivement. Si elles ont touché des aides et qu'elles partent, il serait normal qu'elles remboursent leurs aides, oui. Et concrètement, comment on fait pour encourager encore davantage la création ? On a entendu un nombre d'emplois non pourvus dans l'industrie. Il faut travailler sur quoi ? Sur la formation, sur l'apprentissage ? Il y a un gros travail sur la formation. Il y a énormément, moi dans ma région, on a un taux de chômage assez faible, plus faible que la moyenne nationale. On a énormément d'emplois que l'on ne réussit pas à pourvoir. Donc il faut travailler sur la formation, il faut travailler sur l'accès à des emplois dans l'industrie, il faut travailler sur la mobilité aussi.
parce qu'il y a des endroits en France où il y a des gens qui n'ont pas de travail et d'autres où on cherche des travailleurs. Et il faut travailler sur la compétitivité des entreprises. Autre sujet un peu lié tout de même, l'Europe, ça y est, la campagne des élections européennes est lancée. Les Républicains ont publié leur liste hier. En marche, on a vu Emmanuel Macron, il a écrit une lettre aux Européens pour une renaissance de l'Europe. Vous êtes délégué national d'Agir, vous soutenez la République en marche aux élections européennes ? Nous, on a pris une position qui est très claire hier. Agir soutiendra une liste de rassemblement avec En Marche, avec les radicaux, avec tous ceux qui veulent, avec les amis d'Alain Juppé et de Jean-Pierre Raffarin, tous ceux qui veulent effectivement faire progresser l'Europe, suivre le programme, le projet qui a été envoyé à tous les citoyens européens par Emmanuel Macron lundi, plus de liberté, plus de progrès, plus de construction collective de l'Europe. Oui, effectivement, Agir a pris position très claire, et moi je soutiendrai la liste de rassemblement. De la République en marche. Je vous remercie, Emmanuel Capus, d'avoir été mon invité pour revenir sur cette riche séance de questions d'actualité au gouvernement. Et on retourne voir Tam Tranui en salle des conférences du Sénat, puisque Tam, vous êtes avec Jean-François Longeot, sénateur Union centriste du Doubs. Et oui, et avec Jean-François Longeot, nous allons parler ensemble du projet de loi L'Homme qui va arriver d'ici quelques jours au Sénat. Outre le problème du financement, vous jugez-vous que ce projet de loi ne vient pas suffisamment répondre au problème de la ruralité? Pourquoi ? Oui, effectivement, c'est vrai que nous en sommes aperçus. Ce projet de loi correspond à une réalité sur le domaine urbain. Mais sur la ruralité, il manque beaucoup de choses. Et effectivement, c'est pour ça que moi, j'ai proposé et je vais déposer un amendement, notamment en matière de transport. Parce que c'est vrai que nous n'avons pas dans les secteurs ruraux tous les équipements de transport, que ce soit le tram, le métro et autres. Et donc pour les personnels qui veulent aller travailler et qui habitent dans des petites villes et qui veulent aller travailler dans des endroits un peu éloignés, je crois qu'il est important que nous puissions apporter notre contribution et que cette loi permette effectivement, par exemple, d'utiliser le mode de transport scolaire pour effectivement les salariés, pour que chacune et chacun puisse se déplacer correctement et se rendre au travail. Est-ce que c'est paradoxal que ce projet de loi ne soit pas suffisamment présent sur ces thèmes-là, alors même que ce sont les thèmes qui sont à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, ce problème de désenclavement qu'il faut Oui, c'est assez régler. paradoxal. Mais c'est vrai que ça peut paraître des fois compliqué, effectivement, de modifier les modes de transport dans le monde rural. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde rural, à part la voiture, vous n'avez pas d'autres modes de transport. Il y a beaucoup de volets sur le vélo, sur choses comme ça dans cette loi. Mais nous, c'est pas un outil facile à utiliser pour se rendre au travail ou d'ailleurs pour avoir diverses activités, que ce soit des activités associatives ou sportives. Et donc, il est important que nous puissions faire des propositions et que nous puissions effectivement faire entendre, non pas d'une façon forte et haute, mais de faire entendre la voix du secteur rural. Bien, merci beaucoup Jean-François Longeot d'avoir répondu Merci. à mes questions, Merci. alors que ce projet de loi L'Homme va être examiné dans quelques jours au Sénat. Merci beaucoup Tam. Et avant de se quitter, un dernier détour par l'hémicycle pour retrouver Alexandre Poussard. Alexandre, il y a actuellement une proposition de loi, des propositions de loi communistes et une notamment sur l'interdiction des lanceurs de balles de défense, les LBD. Et oui, Jérôme, et sur cette question des LBD, il va y avoir un affrontement politique entre, d'un côté, la gauche du Sénat qui est pour l'interdiction de ces lanceurs de balles de défense et de l'autre côté, la majorité sénatoriale qui estime que cette interdiction fragiliserait l'action des forces de l'ordre face aux manifestants violents. Alors concrètement, ce texte des sénateurs communistes demande l'interdiction immédiate de l'usage de ces armes non létales par les forces de l'ordre. Les sénateurs communistes demandent aussi plus de transparence. Ils souhaitent qu'à chaque lendemain de manifestation, les chiffres sur l'usage de ces armes par les policiers soient rendus publics. Alors la commission des lois du Sénat a rejeté cette proposition de loi d'interdiction. La majorité du Sénat est contre car elle estime que ces LBD permettent une réponse graduée des forces de l'ordre à ces manifestants violents. Il est donc peu probable que ces LBD ce soir soient interdits par les sénateurs. Merci beaucoup Alexandre Poussard. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez l'émission On va plus loin. Excellente suite des programmes sur les chaînes parlementaires.